c'est dans les temps de crise que les solutions émergent. Et moi, ça serait mon argument. C'est dans cette solution de crise que, oui, il y a un discours qui va émerger, il y a des actions qui vont émerger, mais on ne peut pas les entrevoir. Peut-être qu'on peut les commander. Comme tu dis, oui, peux-tu me faire un documentaire là-dessus ou peux-tu me faire une performance qui va illustrer tel aspect, mais le reste, je pense qu'il faut laisser l'énergie créatrice libre, pas inconsciente. Et c'est là où l'éducation, les mouvements sociaux, l'éducation peut-être par l'action, tu vois, je vais me contredire, je dirais, et par l'art, mais pas par l'art qui est servile, mais un art qui est libre. J'ai envie, depuis tout à l'heure, citer José Blanchet dans Le Devoir, qui, il y a une semaine, disait « Moins l'art est libre, moins il dérange ». Balado Conscient, la première émission en français de la saison 2 sur le thème de la réalité, du deuil. Je suis avec une bonne amie à moi, Hélène Prévost. Bonjour, bienvenue. Salut Claude. On se parle depuis longtemps de toutes sortes de choses. On va continuer notre échange, notre conversation. Je suis très, très heureux que tu sois là parce que, justement, on parle de ces questions autour de la spiritualité, du son, du rôle de l'art depuis longtemps. Et je pense que tu as écouté l'émission, la réalité. Donc, on va commencer avec une courte introduction. Tu peux juste dire qui tu es un petit peu. Puis, on va faire... Tu as un très beau site web, donc les gens qui veulent en savoir plus sur ton travail peuvent le faire. Mais en 2-3 mots, qui es-tu, Hélène Prévost? C'est une grosse question à laquelle j'ai réfléchi ces derniers jours. Et puis, ma conclusion, c'est que, comme les gens qui vieillissent, je pense, ou qui ont accumulé une certaine expérience, je suis la somme de ce que j'ai fait. Mais la première chose que j'ai fait dans la vie, ça a été d'écouter. Je suis vraiment une exploratrice du son, une curieuse du son, une voyageuse, puis je continue. Puis on a fait un grand bout de chemin ensemble là-dedans. Et j'ai commencé, même ma mère me disait que je faisais de la musique avant de commencer à parler. Et puis, j'ai toujours été curieuse de l'univers sonore. Et puis, en fait, une sorte de rebelle par rapport au système, aux conventions, même si j'ai fait des études en musique. Après, mais tout le temps, j'ai toujours eu un jardin d'exploration. Puis, j'ai même commencé à faire, sans connaître John Cage, des explorations avec la technologie de mon enfance. Mes parents m'avaient donné un magnétophone, puis j'ai coupé le ruban, puis je l'ai mis à l'envers. Et j'ai su pas mal de temps plus tard que je n'étais pas la première, évidemment. Tout ça pour tout simplement mettre dans cette piste-là. J'ai fait des études musicales à l'université, mais j'avais juste hâte d'en sortir, en fait. Et puis, j'ai toujours fait en parallèle des enregistrements, beaucoup de field recording. C'est quelque chose qui a vraiment fait partie de ma vie. J'avais un magnétophone à cassette ou whatever, et quel que soit l'endroit où j'allais, j'enregistrais. Et j'ai encore ce même plaisir, mais je dirais que c'est moins intégré dans ma vie. Et puis, de fil en aiguille, je suis entrée à Radio-Canada comme réalisatrice à la radio, où j'ai été plus de 30 ans. À la radio, disons, régulière, où j'ai appris à faire de la radio, puis ensuite une radio plus culturelle. Et c'est là que je t'ai rencontrée, puis j'ai eu l'occasion de fouiller les différentes pratiques, de rencontrer beaucoup de musiciens, de suivre des chants esthétiques. J'ai suivi les technologies. Avec toi, c'est toi qui m'as initié à l'écologie sonore parce qu'on avait fait des capsules pour l'émission que je réalisais, là, Musique Actuelle, qui était un magazine d'information sur les musiques contemporaines, électroacoustiques. C'était le langage des années 90 pour éventuellement me spécialiser plus dans les musiques expérimentales, médias mixtes, beaucoup basé sur l'improvisation avec des instruments à la fois vintage ou imaginés par les artistes dans des contextes d'installation ou de performance. Et en parallèle, j'avais toujours une pratique, mais discrète. J'ai fait, puis moi-même, on a fait une couple de projets ensemble autour des symphonies portuaires, puis avec la radio allemande, et puis plein de choses qui ont toujours entretenu cette curiosité-là. Mais quand Radio-Canada m'a laissé, il y a une douzaine d'années, j'ai senti que c'était le temps pour moi vraiment d'assumer une pratique d'artiste. Alors, aujourd'hui, je me considère comme une artiste sonore. Je fais ce qu'on appelle du sound art. Et je me suis beaucoup intéressée au bruit, une pratique bruitiste, puis on va avoir l'occasion d'en parler parce que pour moi, c'est comme au cœur
j'allais dire pas ce que de ma spiritualité, mais de mon regard sur la part de l'artiste dans l'environnement et les espèces de catégories qui nous enferment souvent quand on veut explorer. Alors moi, ça a été mon jardin et j'y suis actuellement un petit peu en retrait là, depuis 1 an. Peut-être un effet de la pandémie, c'est drôle, autant je profite du temps que j'ai devant moi et avec moi, mais j'arrive pas à vraiment décider ce que j'ai à dire actuellement. Je le sais pas. Peut-être après l'entrevue avec toi, parce que tu m'as mis vraiment sur des pistes de réflexion, puis tu as ravivé la flamme, je te dirais, par tes questions et les entrevues que j'ai entendues, puis on va explorer ça là, dans les minutes qui viennent. Bienvenue au balado Conscient. Mon nom est Claude Schreier. La saison 1 avait comme objectif d'explorer comment les arts contribuent à la conscientisation et à l'action environnementale. Donc la saison 2 porte sur la réalité, sur la manière d'accepter la réalité, comment nous pouvons surmonter le deuil écologique et comment tracer pour soi et pour les autres une voie pour l'avenir. Ben écoute, pour moi, ce que j'ai expliqué dans les autres émissions, et je vais réitérer maintenant, c'est un voyage d'apprentissage pour moi, que de parler à des personnes qui en savent plus que moi ou avec qui je veux explorer certaines idées. Et je commence toujours l'émission avec question sur l'émission que j'ai faite qui s'appelle Réalité, pour savoir quelle sorte de réaction qu'ils ont eues en écoutant cette émission-là, parce on parle de la réalité, du déni, on parle du deuil écologique qui est un nouveau phénomène. Donc, comment ça t'a affecté, toi? Bien, justement, moi, je me suis rendu compte que je n'étais pas dans un état de deuil, que je ne souffrais pas de deuil. Mais en même temps, il y a toujours un feu qui est en dessous. Je pense que le sentiment dominant pour moi, c'est la colère. Et je me suis rendu compte à quel point j'étais outrée. Mais ça, c'est courant, là. Je suis profondément choquée par l'égoïsme de nos sociétés, la courte vue des dirigeants, de l'avidité de notre société. En fait, je ne blâme personne et certainement pas les baby boomers, parce que je pense que les baby boomers ont hérité, de parents qui ont hérité. Je crois beaucoup au principe de la transmission puis de l'évolution jusqu'à un certain point. Alors, ça a été d'une part de me rapprocher de d'une sorte de colère et d'impatience. Puis l'autre, c'est un grand sentiment d'impuissance. Ça fait plusieurs années que j'ai le sentiment que je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire, à part ce que je fais dans le quotidien. Le journaliste Dal Jamal. J'ai le cœur brisé par ce que nous avons fait et faisons endurer à notre planète. Je suis triste, mais ce processus en cours ressemble plutôt à un patient pelage d'oignon. Il y a toujours plus de travail à faire, car le risque que nous nous sommes créés continue de se dérouler. Et à un moment donné, j'ai renoncé à mon attachement à tout résultat qui pourrait découler de mon travail. Je suis un sans espoir. Mais oui, je suis triste, en fait, oui, pour l'état du monde. Je suis triste de notre relation avec la nature. J'éprouve une tristesse peut-être qui est au cœur de ce sentiment d'impuissance. Et peut-être parce que
j'ai l'âge que j'ai, ce qui n'est pas une excuse, mais c'est juste un constat, et je n'ai pas de jeunes enfants. Donc, il y a une réalité dans laquelle je ne suis pas plongée, puis je ne suis pas amenée à échanger régulièrement sur ce sujet-là. Ce qui ne veut pas dire que j'ai rien à faire. Pour moi, la découverte, c'était que quand on accepte la réalité, c'est plus facile. Mm-hmm. Pour moi, c'était plus facile. Et donc, j'ai parlé à d'autres gens qui ont vécu ça et d'autres qui ont passé à travers tout un processus de deuil écologique qui est la tristesse qu'on ressent. Tu as parlé de colère, mais la tristesse aussi. C'est une émotion forte. Quand on ressent cette perte, puis on la sent partout, malheureusement, la planète est en train de mourir ou est en transformation. Anyway. Ça m'intéresse parce que on veut aller au-delà de ça. On veut aller au-delà de ces émotions-là pour arriver à quelque chose de concret. J'aimerais, si tu permets, revenir sur deux choses que j'ai lues cette semaine. Mm-hmm. Et j'ai apporté les journaux, bien vieille technologie. C'est que dans le même journal, Le Devoir, du 9 avril, il y a eu deux affirmations complètement contradictoires et qui illustrent fort bien l'espèce de dilemme dans lequel on est. D'une part, le Québec qui ne compte pas restreindre la publicité des VUS. On sait que ce sont les véhicules qui sont de plus en plus choyés, qui sont de plus en plus construits et qui sont de plus en plus polluants. Et qui, à mon avis, en plus, sont comme un symbole de notre relation avec l'environnement. C'est puissant, c'est « tasse-toi, enlève-toi de là ». I'm the king of the road. Puis c'est beaucoup ça l'attitude des gens qui conduisent ce type de véhicule, qui par ailleurs sont magnifiques. J'aimerais bien en avoir un, mais j'en ai pas. 2 pages plus loin, je vois que le patron de la Banque royale du Canada plaide pour un Canada plus vert et plus inclusif. Et ils ont élaboré un plan très intéressant qu'ils ont soumis aux actionnaires et les actionnaires ont refusé à 68 % le plan. OK? Donc ça, pour moi, c'est un des niveaux de difficulté des actions sociopolitiques. Et c'est symptomatique de la maladie qui nous gruge et relié à la fois de l'inconscience, une suffisance, tu sais, je suis propriétaire de l'environnement, la confusion du discours politique. Puis je vais sauter à ma conclusion, c'est que pour moi, je suis pas bon enfant là-dedans, puis j'ai pas une attitude morale face à ça. Je sais qu'on peut faire quelque chose, mais que ça nous prend un partenariat ou une forme de jumelage entre les différentes couches de la société. Mais il faut encore qu'on soit accordé. Actuellement, je trouve qu'on est tellement backorder au niveau d'une conscience sociale commune. Il y a des actions très fortes, puis il y a des groupes qui sont très forts et qui ont un discours pertinent, mais à côté, c'est complètement contre-productif. Et ça, je suis pas triste. Encore une fois, je suis exaspérée. Le professeur de politique publique Eric Beinhocker. L'humanité est dans une course entre 2 points de bascule. Le premier est celui où les écosystèmes de la Terre et de la vie qu'ils contiennent basculent dans un effondrement irréversible dû au changement climatique. Le second est lorsque la lutte pour l'action climatique passe d'un statut de préoccupation politique parmi tant d'autres à celui de mouvement social de masse. La question existentielle est la suivante. Quel point de bascule atteindrons-nous en premier?
je reviens à ton épisode de réalité, de celui qui parle des basculements. Et il y a deux possibilités, soit que la planète explose, soit qu'il y a un mouvement social massif. Puis j'ai réfléchi depuis 2-3 jours en me disant, tu sais, j'essaie... c'est tout à fait possible que d'ici 20, 25, 30 ans, les rives soient tellement grugées qu'il y a des conséquences épouvantables sur le plan de l'environnement humain. Et oui, c'est possible qu'il y ait un mouvement de masse. Puis j'ai le sentiment que les deux vont se travailler côte à côte. Où sera le grand basculement, je ne sais pas. C'est sûr qu'il y a un mouvement qui est irréversible. Je ne vois pas comment on peut l'arrêter. Je trouve ça, à la limite, un peu prétentieux de penser qu'on peut mettre les freins à ce point-là. Donc, je suis fataliste, mais pas vaincue. Parce que j'entends beaucoup de réflexions. Je trouve que ton travail, autant au début, je le percevais peut-être pas dans sa grandeur. Et là, plus j'écoute les gens que tu rencontres, ta réflexion, tes sources, le sérieux de tes sources, plus je vois l'ampleur du travail que tu fais. Et que ça peut faire des petits. Tout à fait. Parce que les gens s'intéressent à ce que tu fais. On a le goût de... Moi, tu m'as donné le goût de me rapprocher de ta démarche, mais sans avoir aucune idée de ce que je peux faire. Le journaliste Jack Miles. La réalité, telle que définie par le dictionnaire Oxford, est l'état des choses tel qu'elle existe réellement, par opposition à une idée idéaliste ou notionnelle de celle-ci. Au lieu d'être la méthode par laquelle nous observons une chose, la réalité est la nature ou la vérité de cette chose. Moi, je suis bouddhiste, donc en quelque part, la réalité, c'est quelque chose à vivre, qu'on sent. Donc, toute la réflexion intellectuelle, en quelque part, de sentir l'environnement, c'est quelque chose de très fort. Et à fur et à mesure qu'on vieillit, on a envie de vivre pleinement et de vivre dans le moment. Donc, ma réflexion en partie, c'est ça. Puis parce que je suis artiste, je regarde autour de moi, puis je dis que font mes collègues, que font le milieu des arts face à la problématique climatique, mais aussi plus généralement dans ce qu'on s'est fait à nous-mêmes. En anglais, je dis « what we did to ourselves ». Je suis à la fois triste, mais aussi curieux pour comprendre. J'ai un très fort désir de comprendre les enjeux. Comment est-ce qu'on est arrivé là? For me, it's all happening on a spectrum, like where there is no drop-off point at which our species goes extinct, but rather that extinction started a long time ago. And it started with the suppression of indigenous ways of knowing. It started with colonization and the selective exploitation of certain parts of the world. Ça fait référence à l'émission 23, là, Angeli, qui dit que la problématique environnementale est là depuis 500 ans, ou depuis très très longtemps. C'est pas arrivé récemment. Ça se bâtit, le capitalisme, la relation avec la nature. Donc, je sens le besoin de comprendre ces choses-là. Puis le parler, l'échange est une façon, mais l'art, c'est une autre façon aussi de comprendre. Puis je vois des films, je lis des poèmes, puis je trouve ça enrichissant, même si des fois, c'est trop. Quand c'est trop noir, je trouve ça dur. Mais en même temps, j'aborde du mieux que je peux la problématique. Mais on vit dans une société qui est très perfectionnée, qui est très évoluée. On paye le prix de l'intelligence humaine, des recherches scientifiques, qui d'autre part disent à quel point ils se sentent ignorants, qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas exactement la profondeur de l'océan, le cosmos, on le voit par les recherches qui sont faites. Mais en même temps, c'est un mélange d'ambition et d'intelligence et de génie. Parce que la création nous fournit des génies dans tous les domaines, en architecture, en littérature, en sciences, en mathématiques,
qui viennent nous éclairer, nous font faire un petit bout de chemin. Moi, c'est là, moi, j'ai une vision organique de tout ça. C'est pour ça que je te dis, j'ai pas une position morale, tu sais. Oh, bad boy, là, tu sais, tu vas te faire chicaner si tu fais ça. Et je pense que c'est ensemble, parce que, oui, la planète est malade, mais il y a une partie de nous qui est malade aussi. Le théoricien de la culture, Thomas Berry. Notre défi est de créer un nouveau langage, voire un nouveau sens de ce que c'est que d'être humain. Il s'agit de transcender non seulement les limites nationales, mais l'isolement même de notre espèce, pour accéder à la plus vaste communauté des espèces vivantes. Cela donne un sens complètement nouveau à la réalité et à la valeur. Parce que, oui, la planète est malade, mais il y a une partie de nous qui est malade aussi. Puis on le voit avec la pandémie, ce que ça nous reflète. À la fois la partie saine de nous, puis celle qui veut vivre, puis celle qui a des ressources, puis celle qui invente. Puis l'autre partie où on est un peu cloué au sol ou mis devant une échéance qui est épeurante. Mais le discours qui dit on est à moins 5, là, on est à moins 2, là, on est à moins 10, ça fait des années qu'on l'entend ce discours-là, puis je trouve que c'est juste un discours alarmiste qui est véhiculé soit par des journalistes scientifiques ou par des gens qui ont peut-être d'autres intérêts ou tout simplement qui pensent pas qu'ils peuvent s'exprimer autrement. Puis ce que je trouve intéressant avec des gens comme cette jeune femme dont tu parlais, là, Anjuli, c'est son attitude, son regard et là où elle voit les ressources et comment le maillage peut se faire. Moi, je me sens très près de cette pensée-là. Parce que je pense... utiliser une image pour pourquoi elle m'est venue pendant que je réfléchissais, c'est que on doit se pencher sur la souffrance des glaciers. Oui, je peux aller écouter les glaciers. Bon, si je fais un pont avec une pratique artistique, mais ça n'avance nulle part. Mais moi, comme être sensible, et je suis allée en Islande il y a quelques années, j'ai vu des glaciers, et oui, qui sont souffrants, qui sont magnifiques, qui sont splendides, mais qui souffrent. Et on le voit partout sur la planète actuellement. Bon, à partir de ça, moi, en fait, mon intuition, c'est de me greffer à ça. Pas d'endosser la souffrance du glacier, mais de... Et là, je te rejoins dans ta pratique bouddhiste, peut-être, c'est de développer ma conscience. Et je rejoins aussi Hildegard Westerkamp, qui est plutôt vers se précipiter lentement. Quand elle dit, on ne peut pas se précipiter dans des actions... elle parle de lenteur, puis elle parle d'écoute. To allow for time to pass without any action and without any solution, and to just experience. And I think that slowdown is an absolute, if there is any chance to survive, I think that kind of slowing down through listening and meditation and through not doing so much, I think there's some hope in that. Puis Anjuli parle de ça aussi. Puis moi, c'est ça, je dirais. Je peux, à la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Et les artistes et le quotidien des mortels, et les gens dans leur quotidien, c'est de travailler conjointement puis de développer une conscience, mais pas en se rendant malade. How can an environmental nonprofit organization have a more reciprocal relationship with artists that actually enables artists to provide really the leadership that we need from them? Aussi, Anjuli a parlé d'une chose intéressante. Elle a posé la question du leadership. Qui peut démarrer le mouvement? Qui va être le premier? Qui peut prendre des décisions politiques ou socio-économiques pour enclencher des actions? Bien, elle-même est activiste. Elle est activiste. Je participe avec elle et d'autres à un projet qui s'appelle Climate Emergency Unit, l'unité d'urgence climatique. C'est pas une traduction exacte, mais il y a des choses à faire parce que il y a un des propos de ce groupe-là qui est dirigé par Seth Klein à Vancouver. Oui. Et je viens de faire une entrevue avec lui hier. Et c'est très intéressant ce qu'il dit. Il trouve qu'il fait le parallèle entre la Deuxième Guerre mondiale et l'effort nécessaire dans le contexte actuel pour qu'il y ait vraiment un changement significatif qui va peut-être, et il y a seulement une chance, résoudre ou
permettre de continuer à vivre sur la planète. Donc, on est rendu à ce point-là. Puis ce qu'il disait, entre autres, c'est que le rôle de l'art et de la culture dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était de rallier les gens, to rally people. Here's what intrigued me about the artist, what artists were producing in the war, is that in the main it was not dystopian, even though the war was horrific. It was rallying us. The tone was rallying us. Puis là, j'ai dit, écoute, c'est pas ça que les artistes veulent faire nécessairement. Tu sais, un artiste fait sa pratique, mais en quelque part, dans une situation de guerre ou d'urgence extrême, des fois, il y a des gestes qu'on doit poser qui utilisent notre métier, dans notre cas, c'est de l'art, pour faire avancer une cause ou une dynamique, un mouvement social. Donc, tu parlais de leadership. Je pense que le leadership doit venir de personnes courageuses qui commencent un bal, mais tout le monde peut participer à leur façon et contribuer. Et être solidaire vis-à-vis de notre désir de sauver la planète, ou du moins de vivre d'une façon différente que de ce qu'on a vécu jusqu'à date. Il y a beaucoup de choses à démêler. On a très, très peu de temps, mais il ne faut pas paniquer non plus. Moi, j'y vais lentement parce que j'absorbe mieux le contenu quand on va plus lentement. Sinon, je ne comprends pas. Oui, c'est ça. Mais je ne vois pas comment on peut se précipiter. On se précipiterait où? Dans quoi? Parce que, à mon avis, le levier, il n'est pas là. Quand on regarde les disparités sur la planète, sociale, économique, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, ça me semble un mastodonte. Je ne vois pas comment on peut bouger ça. Alors qu'il y a une reconfiguration peut-être pré-catastrophique des grandes puissances économiques, la Chine, la Russie, le Brésil, tout ça, on sait que ce sont des forces qui sont en redéfinition. Là. Il y a comme un remapping. La planète, est-ce que c'est à travers ça? Est-ce qu'il y aura une brèche? Est-ce qu'il y a une guerre qui va nous propulser dans un état soit de misère ou du jour au lendemain, on va perdre nos moyens? La pandémie COVID est un exemple de quelque chose qui était, si tu parles d'un scientifique, c'était attendu, mais si tu parles au commun, on ne savait pas que ça allait venir. Et ça a beaucoup changé nos vies, évidemment. On est encore dedans. Mais ça a aussi servi comme exemple de solidarité. Les gens se sont entraidés beaucoup. Et comment on peut changer nos priorités très, très vite s'il le faut. Dans le cas de COVID, il le fallait. Oui. Donc, dans ce sens-là, il y a une citation de Rebecca Solnit dans l'émission que j'aime beaucoup, qui parle de ce qui est unpredictability en anglais. L'écrivain Rebecca Solnit. L'espoir se situe dans les prémices de la totale incertitude de ce qui va se passer et que, dans l'immensité de cette incertitude, il est possible d'agir. L'imprévisibilité. L'imprévisibilité. Puis sans avoir de faux espoirs, parce que moi, je veux vivre dans la réalité, ce qui est imprévisible laisse un peu d'espoir, laisse la possibilité d'un ralliement, d'un mouvement social, de quelque chose de nécessaire, mais qui n'est pas prévisible. Je crois que ça va arriver. Je ne sais pas si ça va arriver dans ma vie ou dans la prochaine génération, mais ça doit arriver. Et ça pourrait être positif, dans le sens qu'il y a un redressement social. Les mots sont difficiles. Est-ce que ça va être le capitalisme renouvelé? Est-ce que ça va être un socialisme contemporain? On ne le sait pas.
Mais c'est nécessaire, puis je sens de plus en plus une mouvance importante dans mon milieu, qui est le milieu des arts et de la culture. Pas d'une façon conventionnelle, on va aller dans les rues protester, puis tout va être beau. On doit faire ça, mais une transformation. Et le COVID a comme avancé cette réflexion-là. Et il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais au moins je sens maintenant qu'il y a pas juste le début, mais c'est la fin du début d'une transformation. Le comédien Dominique Champagne. Sachant que je vais léguer à mes 3 fils un monde en pire état que celui dont j'ai hérité de mes parents, sachant que nous sommes les contemporains d'un monde où nos actions sont en train de compromettre l'avenir de la vie sur Terre, et sachant que la situation risque de s'aggraver, qu'est-ce que je fais de ma vie? Comment continuer à faire des spectacles et à faire tourner des ballons sur mon nez comme si de rien n'était? Comment tu vois que l'artiste peut intervenir ou intervient? As-tu un idéal ou un modèle? Imagines-tu ou as-tu une vision moyenâgeuse de la chose ou science-fictionnelle? Ben, dans l'auto, j'ai conduit d'Ottawa à Montréal aujourd'hui. Je pensais à 4 choses que les artistes peuvent faire. En anglais, c'est awareness, donc l'éveil. Pointer du doigt, dire voici une problématique, j'ai fait un film, j'ai fait un poème sur X, Y, Z. Ça, c'est très utile, puis les artistes font ça depuis longtemps. Il y a d'autres artistes qui vont travailler au niveau de l'action, comme Atsa ici à Montréal, Annie Roy. Il y en a beaucoup là, qui font du travail engagé de l'art, mais de l'art socialement engagé, qui font changer les choses, des politiques, des systèmes, etc. Puis, il y a une autre catégorie de ceux qui parlent d'une vision du monde. En anglais, speculative fiction, donc la fiction spéculative. Donc, on parle d'un monde meilleur, et donc on parle pas nécessairement d'éveil, on parle pas nécessairement d'action, on parle d'une vision future ou d'une autre façon d'aborder le monde. Ça, c'est comme un langage artistique. Mais par la pratique artistique? Oui, par les écrits, par le film, par la musique, oui. Mais à ce moment-là, les propos sont dirigés sur la situation. C'est comme une réalité alternative, okay. Ou une autre... donc, c'est presque le rêve. Non? Il y a la réalité, puis il y a la... Je te donne des boîtes. Une grande catégorie. Puis il y a une 4e catégorie qui est la catégorie autre, nécessairement, parce que les artistes font toutes sortes toutes sortes d'expérimentations. Ils savent pas nécessairement quel sera le résultat, mais ils font un travail qu'on connaît d'exploration. Donc pour moi, les artistes font ça, et ce qu'on devrait faire, c'est amplifier ce travail-là. C'est avoir encore plus de personnes qui font soit de l'éveil, soit de l'action, soit du rêve, et de combiner ça avec d'autres secteurs, des gens comme Angeli et d'autres qui travaillent, qui s'intéressent aux arts, mais qui connaissent moins bien les arts, et ceux qui connaissent moins bien les problématiques. C'est la même problématique depuis toute ma vie, c'est ce qu'on appelle l'intersectorialité. C'est comment est-ce qu'on fait pour travailler au-delà des frontières, disons, entre l'art et la santé, art et environnement. C'est toujours ça la barrière, parce qu'on a créé des silos, puis on a de la difficulté à sortir de nos silos. Tout ça pour dire que je ne le sais pas. Exactement. Okay. Je réfléchis, et c'est pour ça que je parle. Et dans les émissions, petit à petit, je suis en train de développer un répertoire de réponses à ces questions-là. Quel est le rôle de l'art? Quel est le rôle de l'art? Je pose la question. À un moment donné, je vais avoir assez d'informations pour avoir des réponses plus complètes, sans être nécessairement prescriptif. De dire, c'est ça, et c'est pas ça. Parce que l'art est tellement fluide. L'artiste David Haley. Nous avons maintenant besoin de l'esthétique pour nous sensibiliser à d'autres modes de vie.
Et nous avons besoin des artistes pour nous sensibiliser à la forme des choses à venir. C'est parce que moi, je pense, et ça fait longtemps que j'ai cette position-là, c'est que je suis mal à l'aise avec l'idée d'enligner l'artiste de telle sorte. Puis, ça paraît peut-être là, dans mon discours. Moi, je trouve, laissons-les tranquilles, puis laissons-les casser la baraque, mais pas parce que la planète va mal. C'est que forcément, je pense que par leurs gestes et leurs réflexions, il y a quelque chose qui est reflété. Comme actuellement, dans le contexte de la pandémie, ça paraît peut-être pas tout de suite, parce que tout le monde s'est hyper débrouillé pour développer les plateformes. Je le lisais encore hier, c'est un commentaire de Kent Nagano, qui est revenu faire un concert à Montréal, parce que ce n'est plus lui qui est le chef, là, il y a un nouveau chef à Montréal. Mais la pandémie est arrivée au moment où il aurait dû avoir des adieux officiels à Nagano. Alors l'OSM l'a invité, puis il a pu faire un concert. Puis, tu sais, il y a un an, Deutsche Grammophon, le Metropolitan, tout le monde s'est garoché littéralement pour faire des trucs sur Zoom qui étaient infects. Ça sonnait mal. Les artistes avaient de l'air niaiseux, ils étaient coincés chez eux. Et en l'espace d'un an, et c'est Nagano qui l'observe, et dit c'est fabuleux. Les plateformes ont évolué, la technologie a fait et c'est souvent ça, c'est dans les temps de crise que les solutions émergent. Et moi, ça serait mon argument. C'est dans cette solution de crise que, oui, il y a un discours qui va émerger, il y a des actions qui vont émerger, mais on ne peut pas les entrevoir. Peut-être qu'on peut les commander. Comme tu dis, oui, peux-tu me faire un documentaire là-dessus ou peux-tu me faire une performance qui va illustrer tel aspect, mais le reste, je pense qu'il faut laisser l'énergie créatrice libre, pas inconsciente. Et c'est là où l'éducation, les mouvements sociaux, l'éducation peut-être par l'action, tu vois, je vais me contredire, je dirais, et par l'art, mais pas par l'art qui est servile, mais un art qui est libre. Puis j'ai envie, depuis tout à l'heure, citer José Blanchet dans Le Devoir, qui, il y a une semaine, disait « Moins l'art est libre, moins il dérange. » Dis ça encore, moins... Moins l'art est libre, moins il dérange. Okay. Autrement dit, pour qu'il y ait cet espace d'ouverture, il faut qu'il y ait une liberté. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contraintes du tout. Puis ça, c'est la discipline de l'artiste. Puis c'est comment il conçoit sa discipline aussi. Puis que l'artiste peut avoir le goût de travailler avec un cinéaste en disant « j'ai envie de développer ça » ou avec un sculpteur. Moi, je pense qu'on porte la conscience. Nous, on la porte. On porte la maladie, mais c'est comme on porte la solution aussi. Comme aussi, cette semaine où tu m'as fait réfléchir beaucoup, c'est que la Terre a le remède. Le pire, c'est que la Terre a le remède, je pense. Mais nous, là, on a bien peur. Et c'est épeurant. Mais est-ce que... Puis je veux pas tomber dans le discours trumpien ou des négationnistes qui se disent non, il n'y a rien là, puis c'est pas parce qu'il fait plus chaud, puis c'est pas parce qu'il y a plus de carbone. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est le principe de vie. Hein. Vie-mort, la cadence de vie-mort, c'est que... et le pire que je vais te dire, et puis, et si ça explosait? Et pourquoi pas? Mm-hmm. Quelle est notre prétention à arrêter le mouvement de la Terre? Parce que on fait partie de ce mouvement-là. On est dans le mouvement. Puis moi, je suis contre, encore une fois, l'idée de se culpabiliser puis de se taper à tour de bras, sauf quand on est vraiment inconséquent. Tu sais? Je me promène en voiture puis je jette mon Kleenex par la fenêtre de l'auto. C'est un geste épouvantable aujourd'hui. Moi, quand j'étais petite, c'était courant, ça. Mm-hmm. On se promenait en voiture, on ouvrait la fenêtre, on jetait notre gomme, notre paquet de gomme. Aujourd'hui, c'est inconcevable, c'est scandaleux. L'enseignante de Dharma, Catherine Ingram. Bien que nous avons causé tant de destruction, nous devons également considérer le vaste éventail de possibilités qui composent une vie humaine. Bien entendu, à une extrémité de cet éventail se trouve la cupidité, la cruauté et l'ignorance. Mais, à l'autre extrémité, se trouve aussi la bonté, la compassion
et la sagesse. Nous sommes animés d'une grande créativité, d'une communication brillante, d'une appréciation de la musique et des arts et d'un talent extraordinaire pour la musique et les autres formes d'art. Aucune autre créature vivante n'a une conscience aussi vaste et variée que la nôtre. Même, est-ce qu'il y a une solution à le processus de la vie de toute façon? Parce que les problèmes qu'on a en ce moment, c'est des problèmes accumulés d'abus et de déconnexion avec la nature qui remontent à la Renaissance, puis à l'époque des Lumières, tout ça. C'est pour ça que c'est fascinant, c'est troublant, mais c'est aussi fascinant de voir comment est-ce qu'on est arrivé à ce point. On peut être critique vis-à-vis le capitalisme, etc., mais ça a eu beaucoup d'effets positifs. Les machines auxquelles on a été très, en anglais, on dirait clever, tu sais, oui. On a été très, pas sage, mais on a été brillant dans nos inventions, puis là, Oui, parce qu'il y a une accélération. Ouais. Et puis... Puis un manque de contrôle. On n'est pas conscient. Puis la notion de conscience, je suis content que tu en parles souvent, parce que c'est important pour moi d'être conscient de qui on est puis de qu'est-ce qu'on fait. Oui. C'est sûr que recycler, c'est un acte de conscience. Ça n'a pas un grand effet, mais c'est un processus. Tu dis, je suis conscient que cet objet-là pourrait être utilisé, je le fais de bon cœur. Et si tu fais ça de bon cœur, quel autre geste vas-tu faire pour ton prochain, pour la planète? La planète est une entité vivante. On est des entités vivantes. On n'est pas conscient de ces liens-là parce qu'on les a défaits à cause du modernisme, etc. Puis je ne suis pas philosophe, puis ça m'intéresse juste assez pour que je comprenne. Je lis pas des choses, j'essaie de comprendre des enjeux. Mais je pense que tu provoques un mouvement. En parlant à l'un et à l'autre, c'est que tu agis comme une quille ou une boule dans un jeu de quilles, c'est que de ton action, il y a quelque chose qui va émerger. Je l'ai vraiment senti cette semaine. Alors, je tiens à te saluer puis t'encourager. Autant des fois, je te fais des reproches en disant que tu travailles trop. Parce que je te connais. Tu me connais bien. Tu es entier. Mais là, je vois le fruit de ce travail, puis que ça fait... Ça vient que je disais à Jane Engel, que je viens de rencontrer plus tôt, qui est une émission séparée, c'est que l'énergie vient naturellement. Quand j'étais artiste, à un moment donné, je sentais que j'allais dans une certaine direction, puis quand c'est fini, c'est fini. Donc, je fais ça pour l'instant, c'est ma contribution. Peut-être que je vais créer une œuvre, peut-être que je vais être très silencieux, parce que des fois, j'ai envie d'approfondir ma pratique zen, vraiment en profondeur, puis de vivre ça comme façon de vivre sur la planète, parce que c'est très beau aussi de méditer, puis d'être vraiment dans le moment. Mon rêve, comme le suggère l'enseignant de zen David Loy, est qu'un jour, nous puissions réaliser notre non-dualité avec la nature et commencer à vivre en accord avec cette réalisation. Well, I think it's important to give artists a sense of the direction, the North Star. Where are we moving to? Julie a parlé de l'étoile polaire, North Star, pour les artistes. Parce qu'elle n'est pas artiste, mais elle dit que ce serait important qu'on pointe vers une étoile polaire pour que... Ça, je trouve ça intéressant parce que ça ne dit pas « fais ceci, fais cela », c'est comme « voici un vecteur de tension ». Moi, je répondrais à ça. Toi, t'écris. Toi, tu fais un symposium, toi, tu fais des architectures solaires, mais qui a soit temporelle ou dans une façon de penser.
Mon rapport au son a changé. Je ne suis plus comme une observatrice de l'extérieur. D'ailleurs, je ne fais plus de field recording. Parce qu'il y a quelques années, parce que je travaillais beaucoup avec la musique électronique, j'en ai écouté beaucoup. À un moment donné, j'ai eu le sentiment que je rentrais dans le circuit électrique. C'est comme si j'ai une vision de l'intérieur, de ce qu'on appelle le bruit, ou d'une structure sonore non définie. Tu sais, on dit c'est du bruit, et pour moi, le bruit est aussi vivant que la planète. Ce n'est pas à rejeter. J'ai le sentiment, c'est ça dont je veux témoigner, puis le travail que je fais ces dernières années, j'ai eu le sentiment d'être rentrée dans le fil. C'est comme si j'étais rentrée dans l'ADN du son, et le son qui nous semble désorganisé a une organisation extraordinaire. Ça, on le sait quand on médite, on a accès à des structures non intellectuelles qui sont des lieux de rencontre des atomes. Si j'insère des extraits de réalité, puis je vais le faire dans ce cas ici parce que ça enrichit, je pense, l'écoute de se référer à ceux que je cite. Mais ce que j'aime, c'est l'élément de ce qui est imprévu quand on marche. On ne sait jamais qui va passer, quel oiseau va chanter, si on pourrait tomber. Puis c'est très vivant. Puis comme expérience radio, balado, je trouve ça stimulant. J'aime beaucoup les silences que tu rajoutes brutalement. Souvent, c'est avant une citation de quelqu'un. J'aime ça radiophoniquement, là.